Depuis des mois, la bataille pour Kupiansk se déroule comme une partie d'échecs dans l'ombre. Tendue, silencieuse, imprévisible. Imaginez la scène, des soldats progressant à travers un ancien gazoduc oublié, enfoui sous une rivière, avançant dans l'obscurité, kilomètre après kilomètre, vers une ville assiégée. On dirait le scénario d'un thriller. Pourtant, pendant un temps, c'était une réalité bien concrète. Cherchant à renforcer leur présence à Kupiansk, dans la région ukrainienne de Kharkiv, les forces russes ont opté pour une méthode peu conventionnelle. Un vieux pipeline passant sous la rivière Oskil s'est transformé en corridor secret. À travers ce conduit, de petites unités progressaient avec prudence, parfois à l'aide de trottinettes électriques dans les sections plus larges, parcourant près de 15 km dans la pénombre, avec l'espoir d'émerger à proximité de la ville. Au début, la stratégie semblait fonctionner. Kupiansk subissait une pression intense. Les engagements s'intensifiaient. Les avancées et les retraits redessinaient les lignes rue après rue. Les défenseurs ukrainiens, sous tension, réclamaient d'urgence des renforts, tandis que de nouveaux groupes d'infiltration apparaissaient là où on les attendait le moins. L'avenir de la ville paraissait incertain, mais la guerre ne reste jamais figée. Fin septembre, des renforts ukrainiens arrivent. Et avec eux, un changement s'opère. Discret, non spectaculaire, mais résolument calculé, méthodique, stratégique. Des équipes cartographant les infrastructures. Les opérateurs de drones analysent les schémas de mouvement. Les analystes identifient les points d'émergence les plus probables. Le constat devient clair. Si le pipeline alimente la pression, il faut neutraliser cette artère. En novembre, les unités ukrainiennes commencent à cibler les sorties du pipeline ainsi que les zones de couverture avoisinantes. Pas d'offensive tapageuse, mais une précision chirurgicale. Des drones effectuent des frappes soigneusement planifiées sur des sections clés sous l'eau, provoquant des inondations partielles et bloquant plusieurs accès. Les points d'entrée et de sortie sont désormais surveillés en permanence. Soudain, la route souterraine cesse d'être fiable. Les unités russes, tentant de traverser l'Oskil, reviennent au radeau gonflable ou aménagent de nouvelles ouvertures dans le pipeline. Mais cette adaptation comporte des risques. Les traversées à découvert exposent les troupes à la reconnaissance aérienne. Les schémas de déplacement deviennent prévisibles. Du matériel est détruit avant même d'être pleinement opérationnel. Les pertes augmentent lors des tentatives d'avancer. L'impact psychologique est peut-être aussi important que l'impact physique. Chaque soldat entrant dans le pipeline sait désormais qu'il est observé. Chaque traversée s'accompagne d'incertitudes. L'effet de surprise, jadis principal atout de cette tactique, s'estompe progressivement. Des images de drones diffusées plus tard montrent des tentatives répétées d'émergence près de Kupiansk, immédiatement suivies de réactions défensives. Les engagements sont rapides. Du matériel est détruit, les groupes survivants se replient, tout se disperse, incapables d'établir une position durable. À l'intérieur du pipeline, les conditions seraient particulièrement difficiles. L'infrastructure n'a jamais été conçue pour un passage humain prolongé. La ventilation est limitée, des résidus chimiques subsistent. Certains soldats émergent désorientés, compliquant encore davantage la coordination. Peu à peu, la stratégie, autrefois innovante, se fragilise. En janvier, plusieurs rapports suggèrent que la présence russe à l'intérieur de Kupiansk a considérablement diminué. Les vagues d'infiltration ont laissé place à de petits groupes fragmentés tentant de se maintenir dans des sous-sols ou des bâtiments abandonnés, dans l'attente de renforts qui arrivent rarement. L'Ukraine, contrôlant environ 90% de la ville selon diverses sources, passe d'une posture défensive urgente à des opérations méthodiques de sécurisation. Les drones de reconnaissance inspectent toits et cours intérieures. Les unités au sol progressent, pâté de maison après pâté de maison. Moins de chaos, plus de patience. Pourtant, l'enjeu dépasse largement Kupiansk. La ville possède une valeur logistique stratégique. Ses connexions ferroviaires mènent vers la région russe de Belgorod. En contrôler les infrastructures aurait pu renforcer des routes d'approvisionnement et accentuer la pression sur les lignes défensives du Donbass, notamment près de Sloviansk et Kramatorsk. Les analystes militaires le rappellent souvent. La logistique façonne les résultats, autant que les engagements directs. Au-delà de la logistique se trouve un autre facteur, l'influence. Détenir un centre urbain majeur peut peser dans d'éventuelles négociations. Dans de futures discussions, le territoire devient monnaie d'échange. Une ville comme Kupiansk aurait pu servir de levier stratégique. Sans elle, ce levier s'amenuise. Voilà pourquoi, malgré les pertes croissantes et le matériel détruit lors des tentatives répétées, les efforts d'infiltration se poursuivent. De petites unités tentent encore des traversées. Les drones surveillent toujours. Les engagements éclatent brièvement puis retombent. Les avancées ralentissent. Les retraits suivent. Le cycle se répète. En parallèle, la communication politique ajoute une couche supplémentaire de complexité. Certaines déclarations officielles évoquent un contrôle plus large que ne le suggèrent des évaluations indépendantes. Inspections, rapports optimistes, annonces de
stabilité, une bataille narrative se joue en parallèle de la réalité du terrain. Dans le même temps, des signaux diplomatiques émergent, des propos sur la restauration du dialogue avec l'Europe, des ouvertures prudentes, des ajustements de ton. S'agit-il d'un recalibrage stratégique ou d'un repositionnement plus large? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que la stratégie du pipeline, autrefois symbole d'ingéniosité discrète, est devenue un fardeau. Le Kupiansk d'aujourd'hui n'est plus celui de l'été. L'équilibre du contrôle a évolué. Les forces russes se trouvent principalement limitées à des zones opérationnelles restreintes en périphérie. Les équipements lourds ne circulent plus librement. La surveillance aérienne domine. Chaque tentative de renforcement fait l'objet d'un examen immédiat. Et pourtant, le conflit dépasse toujours une seule ville. Dans le Donbass, les récits s'affrontent avec la même intensité que les troupes. Les annonces d'avancée rencontrent des rapports de contre-engagement. Les cartes évoluent subtilement, puis se figent. Les pertes s'accumulent en silence. Du matériel détruit sur un axe est remplacé ailleurs. Kupiansk devient ainsi une étude de cas révélatrice. Comment une stratégie non conventionnelle peut modifier l'élan et comment cet élan peut s'inverser lorsqu'elle est efficacement contrée. Cela met également en lumière une vérité plus profonde sur la guerre moderne. L'innovation ne garantit pas la durabilité. L'effet de surprise s'estompe. Les infrastructures sont cartographiées. La technologie réduit l'incertitude. Les drones redéfinissent la visibilité. La logistique détermine la faisabilité. Il ne s'agit pas seulement d'une ville, mais de stratégie, d'adaptation et d'un équilibre changeant dans un conflit moderne. Cette évolution met également en lumière la rapidité avec laquelle l'équilibre peut basculer dans un conflit moderne. Une tactique efficace aujourd'hui peut devenir un point faible demain. Une voie d'approvisionnement considérée comme sûre peut être compromise dès lors qu'elle est identifiée, surveillée et ciblée. À Kupiansk, la transformation s'est opérée progressivement. D'abord la surprise, ensuite l'analyse, puis la réponse. Ce cycle illustre parfaitement la nature adaptative de la guerre contemporaine où l'information circule presque aussi vite que les unités sur le terrain. Il faut aussi comprendre que chaque décision locale s'inscrit dans une vision stratégique plus large. Maintenir la pression sur une ville ne répond pas uniquement à un objectif immédiat. Cela peut viser à fixer des forces adverses, à tester leurs capacités défensives ou à créer une incertitude politique plus large. Mais cette pression a un coût. Chaque tentative d'infiltration nécessite coordination, logistique, préparation. Chaque perte affaiblit la capacité à renouveler l'effort. Chaque équipement détruit représente du temps et des ressources supplémentaires pour être remplacés. À long terme, ces éléments pèsent dans la balance stratégique. Dans le même temps, la capacité à neutraliser une menace renforce la confiance opérationnelle. Pour les unités ukrainiennes engagées autour de Kupiansk, le contrôle accru du terrain permet une planification plus stable. Les opérations deviennent moins réactives, davantage structurées. La surveillance constante réduit l'effet de surprise. Les engagements deviennent plus courts, plus ciblés. Pourtant, aucune situation n'est définitive. Les lignes peuvent évoluer, les priorités peuvent changer. De nouveaux axes peuvent être activés ailleurs pour détourner l'attention ou redistribuer les ressources. L'histoire des conflits montre que les phases de stabilisation peuvent précéder de nouvelles tentatives d'initiative. Kupiansk reste donc un point d'observation crucial, non seulement pour ce qu'il représente aujourd'hui, mais pour ce qu'il peut annoncer demain. Et dans ce conflit en constante évolution, chaque détail compte. Restez avec nous alors que nous continuons à décrypter les engagements, les avancées et les retraits, ainsi que les dynamiques invisibles qui façonnent le champ de bataille. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain chapitre, car dans ce conflit, chaque mouvement sous la surface peut transformer tout ce qui se passe au-dessus.